Jordan, c'est parti, première question cette fois pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu faisais avant de prendre ton poste en ce moment chez Doctolib? Ouais, avec plaisir Annabelle et bonjour à tous. Ravi d'être avec vous, ce midi. Pour revenir un peu sur mon parcours, ça fait à peu près 10 ans que je travaille. J'ai commencé, vous allez le voir, pas du tout, dans le monde des RH ou du talent management. J'ai travaillé à la direction développement durable chez Danone. J'ai appris beaucoup de choses et notamment, j'ai découvert leur culture, managériale et la manière de traiter les sujets RH, ce qui a aiguisé, je pense, un petit peu la curiosité chez moi et l'envie de creuser un peu ce parcours-là. Et puis ensuite, j'ai fait à peu près 8 ans de conseil, du conseil en management, donc sur des sujets qui peuvent être connexes au monde des RH, sur des problématiques de transformation, de nouveaux projets d'entreprise et de culture managériale. C'est là où je fais aussi le lien un petit peu avec le sujet du jour. Et puis, j'ai eu la chance, à un moment, qu'on me fasse confiance, qu'un de mes clients de l'époque me tende la main pour me proposer un poste auquel je ne m'attendais pas du tout, qui était de prendre la direction d'une filiale en tant que directeur des ressources humaines. Et donc là, je me suis occupé d'une filiale d'à peu près 300 personnes sur toutes les problématiques RH. Donc, je me suis formé au droit social, au management évidemment d'une équipe RH et à toutes les problématiques qui peuvent en découler. Et j'ai toujours gardé un tropisme ou une envie de travailler en profondeur les sujets de management, les sujets d'évolution et de ce qu'on va appeler talent management par la suite. Et après cette expérience-là, j'ai eu l'occasion de rejoindre le Slip français comme leur premier directeur des ressources humaines. Là, c'était une structure totalement différente. Il y avait tout à créer, mais les problématiques liées au parcours de vie, de carrière, de personnes qui étaient très très jeunes dans ce type d'organisation et qui avaient quand même envie d'évoluer, se poser déjà. Et puis, il y a à peu près 2 ans, j'ai eu la chance de croiser la personne avec laquelle je travaille au quotidien, qui s'appelle Marie Chabal, qui s'occupe des sujets de people development chez Doctolib et qui recherchait quelqu'un pour construire et contribuer à l'ensemble des sujets liés au développement de la performance, au développement des collaborateurs chez Doctolib. Et donc, je me suis dit que c'était une occasion incroyable de pouvoir mettre à disposition mes convictions et puis mon énergie dans une entreprise. Doctolib, il y a 2 ans, sortait à peine du Covid et avait des grandes ambitions sur ce sujet-là, dont je pense que je vais vous parler tout à l'heure. Et donc justement, si on s'intéresse à ton intitulé de poste, justement, que je mentionnais au Ouais. tout début, donc qui est Head of Talent Development, tu mentionnais justement cet axe de développement de la performance. Est-ce qu'il y a un autre axe qui est le tien dans tes missions de chez Doctolib? Donc tu vois, comment finalement amener les gens, les collaborateurs, collaboratrices à se poser des questions et directement commencer avec ce qui nous intéresse. Comment est-ce que tu amènes ce genre de réflexion-là chez les gens qui travaillent chez Doctolib? Ouais, tu as raison, tu as évoqué tout à l'heure le fait qu'on aimait bien les startups et qu'on avait potentiellement tendance à faire beaucoup d'anglicismes. Donc derrière Oui. talent development, on y C'est met beaucoup, difficile beaucoup de parfois, ouais, réalisme. voilà, de savoir ce Exactement. qu'on met. Mais mettons le développement des talents ou le développement des collaborateurs, ça me va aussi très bien. Et en fait, la définition et ce qu'on y met derrière dépend un peu de la taille des organisations et de la Oui. réalité des enjeux qu'on peut avoir. C'est pour ça que c'est important que je pose peut-être un petit peu le cadre de ce qu'était Doctolib ou de ce qui est Doctolib aujourd'hui. Euh, Parce que quand j'ai rejoint Doctolib il y a à peu près 24 mois, on était 1700. Aujourd'hui, on Ok. est 3000. Quand je les ai rejoints, on devait avoir à peu près 350 managers. Aujourd'hui, on a à peu près 700 managers. Et on a aujourd'hui une moyenne d'âge autour de 31 ans. Mhm. Hem Et donc des gens qui potentiellement, effectivement connaissent pour la première fois, le rôle de manager, d'autres qui, ont une expérience, auparavant dans d'autres structures, d'autres qui sont très jeunes et pour lesquels Doctolib est leur première organisation. Et donc mon rôle, Mhm. derrière le terme talent development, c'est de faire en sorte qu'une fois qu'on a, recruté et onboardé, ces personnes-là, elles puissent continuer à grandir et se développer dans l'organisation. Tout ça en étant le plus clair possible ou en étant le plus mature et le plus consciente possible de comment se développer, donc sur quelles Ouais. compétences travailler
et éventuellement en ayant défini un projet qui leur corresponde, évidemment qui corresponde à ce qu'on peut leur offrir chez Doctolib. Donc l'idée pour moi, c'est parce qu'on parlait de la dimension de performance tout à l'heure, c'est de faire en sorte que ces personnes-là, elles restent, performantes et épanouies au sein de l'organisation, en ayant construit un projet qui leur ressemble et qui évidemment correspond avec aux ambitions qu'on peut avoir chez Doctolib. C'est marrant parce que tu l'as mentionné aussi quand, dans le slip français, mais aussi là, chez Doctolib, que finalement, ce sont des personnes qui sont assez jeunes, Mmh. qui évoluent dans l'entreprise. Est-ce que tu penses que du coup, c'est assez symptomatique donc pas forcément cette jeune génération, mais en tout cas, des sujets qui peuvent être ceux de la société, bah, même professionnelle ou économique, ce qu'on veut, d'aujourd'hui, de se dire que le développement de soi à travers le travail est devenu quelque chose de très important. Est-ce que toi, en 10 ans d'évolution de navigation dans le monde finalement managérial, tu vois un petit peu ce côté, enfin ces réflexions très finalement introspectives et te dire que l'entreprise peut justement accompagner les collaborateurs, collaboratrices dans ce sens-là, émerger? C'est une bonne question et je ne sais pas si je l'aborderai par le prisme de l'âge. Je crois qu'il y a une forme Ouais. de phénomène de société où effectivement, hem, on se pose probablement plus de questions ou alors on les pose plus fort. C'est-à-dire que je Oui, ne dis pas qu'il y a c'est 30 ans, on ne vrai. se posait pas les questions. Je pense qu'on avait, son petit moi intérieur ou sa petite voix qui nous disait peut-être que c'est le temps de changer et qu'on n'osait pas, parce qu'on avait tout un tas de contraintes. Et je pense qu'il faut plutôt se dire qu'aujourd'hui, on a le luxe incroyable de se poser la question de notre épanouissement, C'est un luxe heu effectivement. et de ce qui serait en mesure de nous rendre heureux. Et encore une fois, hein, je me replonge dans une situation où, on est en France et il peut y avoir des disparités en plus en fonction des personnes, auxquelles on s'adresse, du type d'études qu'on a fait, du milieu d'où on vient et cetera et cetera. Mais, heu, on a la chance d'être dans un pays développé où on peut, en fait, avoir ce luxe-là. Et si on y réfléchit bien, pour moi, on passe près de la moitié de notre existence un peu à travailler. Mmh. Alors faut espérer et je pense qu'on essaie, enfin ou qu'on les gens ont de plus en plus l'aspiration à essayer d'aligner, ce temps passé au travail et leur driver personnel et professionnel pour Oui. faire en sorte que, le travail qui a toujours été vu comme étant quelque chose qui est lié à l'effort, soit quelque chose qui est davantage lié au plaisir, au développement de soi, à l'apprentissage. Et donc oui, j'ai l'impression qu'en 10 ans, les choses ont un peu évolué parce que j'ai des gens qui sont de plus en plus conscients, en tout cas qui se posent ces questions-là et qui ont envie qu'on les aide à y réfléchir et qu'on les accompagne dans ce questionnement-là. Clairement, et tu as complètement raison de mentionner la dimension, presque pas luxueuse, mais plutôt privilège de se poser ce genre de questions. C'est vrai, c'est complètement vrai. Hem, ce qu'on s'est demandé, ce qui serait intéressant, d'aborder, c'est, comment est-ce que Jordan, toi, tu fais pour, finalement former les managers de chez, Doctolib à, donner, hem bah non, même elles-mêmes, mais en tout cas à se poser des questions sur leur propre carrière, sur quoi finalement tu les fais réfléchir. On a Mmh. parlé un petit peu là en intro de bah, cette notion d'alignement des valeurs, mais toi concrètement, quel cadre de réflexion tu leur proposes, quel peut-être framework ou bien méthode, comment est-ce que tu les amènes à réfléchir et à quel moment de leur arrivée dans la boîte, est-ce que tu commences déjà à les mettre dans cette posture hyper introspective. Ouais. Hem Je vais te faire une réponse qui mixe à la fois ce qu'on fait pour les managers et ce qu'on fait pour tous les Doctolibers. Parce qu'en fait, OK, en soi, le c'est top. manager est un Doctoliber avec un rôle Oui. particulier, mais avant tout, c'est effectivement une personne qui, comme pour toute personne, peut se poser des questions sur son évolution. Mmh. Heu, la première des choses qu'on essaie de faire, pour essayer de rester le plus factuel possible et concret possible, c'est de se référer aux compétences. On a Ouais, essayé de faire en sorte chez Doctolib que la référence aux compétences, donc nos compétences, elles peuvent être compétences managériales, nos compétences métiers, parfois des compétences transverses, soit le cœur de ce qui nous permet de nous, auto-évaluer, de se dire, de savoir quel niveau qu'on a atteint sur ces compétences-là. Donc, je vous prends un exemple, je suis un jeune sales, par exemple. Je vais à la fois, pour continuer à grandir et me développer, avoir besoin de développer mon expertise sales et puis plus je vais vouloir dans mon rôle, soit en étant un expert, de la vente, soit, en manageant, des équipes, plus je vais devoir développer des compétences, connexes. Donc ça, on essaie de faire en sorte
que dans les conversations entre les membres des équipes et leurs managers, le Ouais. point des compétences et l'évolution autour des compétences soit central. C'est-à-dire que bien sûr, on évalue la performance qui a été délivrée, que ce soit les objectifs, par exemple, de vente ou la manière dont j'ai délivré un projet, et cetera. Mais on revient toujours à: «Et quelles compétences tu as développées grâce à ça?» Et s'il en manque, puisqu'il en manque toujours, hein, on est sur un chemin de progrès permanent, quelles sont les actions qu'on met en place, moi, manager, avec toi, dans mon équipe, pour continuer à me développer? Donc ça, c'est Mmh. le coaching un petit peu du quotidien sur comment faire en sorte que, heu, on fasse d'un objectif de carrière ou qu'on fasse d'une logique de développement, quelque chose qui, se pratique tous les jours, en continuant à Oui. apprendre et à se développer. Et puis après, il y a comment est-ce qu'on fait en sorte que, le plus régulièrement possible, on puisse prendre du recul pour réfléchir un peu à long terme sur ce qu'on a envie de faire. Et on a mis en place depuis, novembre 2022, donc c'est tout récent, hein, chez nous, l'obligation pour chaque, manager avec chacun de ses team members chaque année, de pouvoir Mmh. avoir ce qu'on appelle, un entretien de développement. Donc un moment consacré à l'échange sur ce que le membre de son équipe, souhaite faire ou projette de faire. Ça peut être réussir dans mon job parce que je viens juste d'arriver. Ça peut Ouais. être, développer ces 2 compétences-là parce que je sens qu'elles me manquent au quotidien pour continuer à progresser, comme ça peut être j'ai identifié un job qui m'intéresserait beaucoup dans l'organisation et je rêve de faire ça. Comment est-ce qu'on y va et comment est-ce qu'on y va ensemble? OK. Tu Et me posais ça la question du framework tout à l'heure, hem et en fait, le framework qu'on met en place, et sur lesquels on accompagne nos managers, c'est comment aider les membres de nos équipes à se poser les bonnes questions. On mmh. souhaite pas que le manager, il ait réponse à tout, du tout et encore plus sur les questions de développement. C'est-à-dire que ni toi ni moi ne pourrions apporter des réponses de développement à des gens de nos équipes, puisqu'on ne sait pas à leur place. L'objectif, c'est, encore une fois, dans une approche de questionnement, les aider à se poser les bonnes questions pour qu'eux-mêmes apportent ces réponses-là. Ouais. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Parce que c'est assez, conceptuel, ce que je dis là. Concrètement, ça veut dire les aider à identifier leurs drivers. Qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi est-ce que je suis bon? Solliciter du feedback pour justement identifier des fois ce dans quoi ils sont bons, ce dans quoi ils sont, forts. Mmh. Les aider aussi à identifier leurs contraintes. Est-ce que j'ai des contraintes de vie? J'en sais rien, par exemple, je viens d'avoir, des enfants ou j'ai un projet, qui est que, pour avoir une vie équilibrée, j'habite à 1 heure et demie ou 2 heures de Paris, donc peut-être que je peux avoir des contraintes qui sont, le temps de transport ou des choses comme ça, pour prendre en compte ces contraintes-là dans le projet que je vais projeter. Mmh. Et sur la base de ça, ensuite, quelles compétences est-ce que j'ai? Aujourd'hui, sur quoi je peux m'appuyer? C'est quoi mon patrimoine un petit peu professionnel? Mon patrimoine professionnel, il est illustré par les compétences que j'ai. Ouais. Et du coup, je regarde ce patrimoine en me projetant vers, la direction dans laquelle je veux aller. Est-ce que j'ai identifié un job? Est-ce que j'ai identifié un secteur? Est-ce que j'ai identifié un type d'entreprise dans lequel je veux aller? Et là, on construit ensemble le plan pour pouvoir, y parvenir. Et ce plan, c'est un vrai plan de développement de compétences qui va passer par plein d'étapes que je pourrais vous décrire, tout à l'heure. Carrément. C'est marrant parce que c'est déjà un tout petit peu revenu sur, les premières présentations, mais, ça peut être difficile de dessiner parfois une projection, Mmh mh. un axe vers lequel on veut aller, des même parfois juste des compétences. Alors c'est effectivement là où c'est hyper pertinent de faire une espèce d'état des lieux du patrimoine de compétences qu'on peut avoir pour voir finalement un petit peu les manquements, les faiblesses et donc ce qu'on voudrait développer. Mais je trouve ça super. Par exemple, moi qui suis au début de ma vie professionnelle, c'est difficile de donner finalement un axe et pas de se dire que juste on saisit les opportunités qui se présentent. Et je trouve que c'est la notion de projection, elle peut être parfois un petit peu vertigineuse. Mmh. Et est-ce que Docto, tu as peut-être des idées à partir des lectures que tu as pu faire, ce que tu as pu d'écouter pour finalement aider les gens à se donner une projection et faire en sorte qu'à chaque fois on se pose les bonnes questions. Ouais. C'est pas facile comme question parce qu'évidemment, comme tu l'as évoqué, c'est pas, on n'est pas tous égaux face à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont trouvé une vocation. Ouais. Bah, je sais pas, je pense à des grandes figures type, heu, j'ai voulu enseigner ou des gens du monde médical avec lesquels nous on peut travailler, où on sait quasiment depuis leur plus jeune âge
Ils avaient envie de faire ça. Ouais. Et puis, pour la majorité d'entre nous, la vocation, elle est pas venue comme ça. Et peut-être même que, on va se passionner pour un métier, puis à un moment, on aura envie d'en changer. Ou alors on a envie d'en changer, mais de le pratiquer différemment. Il y avait une personne qui disait tout à l'heure qu'elle avait envie de devenir freelance, Ouais. parce que ça apporte aussi, une liberté différente, une manière d'exercer son métier de manière différente. Et donc, je vais essayer d'utiliser une image qui est que, je fais beaucoup de montagne et j'adore l'alpinisme. Mmh mh. Hem Et quand on fait de la montagne et de l'alpinisme, on essaie de définir un but, qui est quand même de monter quelque part, a priori. Ou, je sais pas, de la randonnée, d'aller d'un point A vers un point B. Mais par contre, on regarde un petit peu la carte, on regarde les éléments qu'on a à notre disposition pour pouvoir, grimper. Donc on a, Mmh de mh. la sécurité, on est équipé, on a les membres d'une cordée la plupart du temps pour venir avec nous. Et puis en chemin, quand on avance, on a des décisions à prendre. Ah, on ne peut pas passer par là parce que cette route Mmh. est barrée ou parce qu'elle est trop dangereuse. Ah, on veut passer ici, mais en fait, les gens dans ma cordée avec moi, peut-être qu'eux, ils pourront pas passer, donc on va rebrousser chemin pour remonter. Et à la fin, c'est aussi pour ça qu'on avait défini la thématique autour de ce webinaire en disant: «Chacun sa route, chacun son chemin». Ce qui Mmh importe la mh. plupart du temps quand on est en montagne, on est très content d'être arrivé en haut si on y est arrivé. Mais ce qui est important, c'est l'aventure C'est qu'on a l'aventure. vécue tout au long de la route. Mmh Et mh. donc, pourquoi est-ce que j'utilise cette image-là? Parce que, s'il y a des gens qui, nous écoutent, aujourd'hui et qui n'ont pas défini ce plan de carrière, qu'on entend un petit peu trop souvent, c'est pas grave du tout. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que si le plan de carrière, il est pas défini, c'est d'avoir au moins un objectif à moyen terme ou à court terme. Ce que je disais tout à l'heure, je viens de prendre un job, par exemple. Je viens d'arriver chez Doctolib. Bah, mon objectif, on l'espère, c'est de pouvoir déjà essayer de réussir dans ce job-là. Me sentir bien, sentir que je mets, mes drivers, et mes forces à disposition du job que j'occupe, et puis que je continue à apprendre. Et Ouais. puis, à un moment, quoi qu'il arrive, soit l'entreprise va me demander de me poser des questions, c'est ce qu'on fait au travers de l'entretien de développement. On veut avoir des gens qui sont conscients de ce dans quoi ils sont bons, conscients des compétences sur lesquelles ils peuvent Yes. s'appuyer, et puis surtout, conscients des compétences qui peuvent leur rester à travailler. Et donc ça, c'est l'étape intermédiaire. Vous savez peut-être pas où vous voulez aller, mais en tout cas, vous savez que où vous avez identifié que vous vous sentez bien dans le job que vous occupez aujourd'hui. Mmh mh. Hem et justement, si on s'intéresse directement au enfin directement, de façon plus, hem, plus profonde sur la façon dont on construit un plan de développement, comment est-ce qu'on s'y prend? Si par exemple, même si par exemple l'entreprise ne nous aide pas à le faire et nous amène pas ce genre de questionnement, comment elle s'y prend? On prend voilà, par exemple, je prends une feuille, je réponds à un certain nombre de questions, quelles questions je me pose exactement? Yes! Alors moi, j'aime bien dire, on va reprendre l'image de la montagne, que quand tu veux aller en montagne, le plus important, c'est d'avoir une boussole. Mmh mh. Dans cette boussole, j'aime bien mettre un pourquoi, quoi, comment. OK. D'accord? Le pourquoi, c'est, heu, l'aide à la définition de ce qui m'anime dans la vie. Pourquoi je veux faire ça? Ou pourquoi je veux faire ce métier-là? C'est quoi Ouais. en anglais, j'utiliserais le why. Qu'est-ce qui m'anime? D'accord? Pour savoir ce qui vous anime, si soit vous ne l'avez pas identifié, soit vous ne le savez pas, il y a quelques outils qui peuvent vous permettre de le faire. On en utilise un chez Doctolib que je trouve très efficace et qui est, libre de droit, que vous pouvez utiliser, qui s'appelle l'Ikigai. J'imagine que certains d'entre vous connaissent, qui vous permet d'identifier encore une fois, ce qui est important pour vous, ce que disent les autres de vous, quelles sont vos forces. Et normalement, le croisement de tout ça vous permet un petit peu d'avoir mieux défini, ce qui fait que, ça vous donne de l'énergie d'avancer au quotidien. Mmh mh. Et donc ce pourquoi, il est assez important. Ce que tu évoquais tout à l'heure, on a une société dans laquelle les gens veulent de plus en plus, se sentir utiles, avoir de l'impact. OK, mais est-ce que c'est vraiment votre driver profond? Ou est-ce que, vous pouvez avoir un driver qui est, la réussite sociale ou la reconnaissance sociale? Vous pouvez Oui. avoir un driver qui est, bah, de gagner de l'argent parce que, pareil, vous vivez dans un monde sous contrainte et l'un des moteurs, ça peut être de gagner de l'argent. Vous pouvez avoir un pourquoi qui est, de transmettre aux autres. Mais c'est important de l'avoir un peu défini pour savoir, encore une fois, ce qui va vous donner de l'énergie. Le quoi, c'est comment vous voulez mettre ce pourquoi, enfin, comment vous allez contribuer
à nourrir ce pourquoi. Donc, est-ce que vous voulez faire une activité salariée? Est-ce que vous voulez faire une activité non salariée? Est-ce que peut-être vous pouvez nourrir ce pourquoi avec de l'activité associative? Est-ce que peut-être, j'en sais rien, continuer à apprendre qui pourrait être un de vos drivers, ça peut être fait aussi en dehors du travail? Et en fait, vous pourriez accepter un travail qui, n'a qu'une vocation alimentaire. Et puis ensuite, il y a le comment. Le comment, ça va être, encore une fois, est-ce que, pour pouvoir le faire, ça suppose que je change, le travail dans lequel je suis actuellement? Est-ce que pour pouvoir le faire, ça suppose que, je me réinvente un petit peu et que j'apprenne de nouvelles choses dans le travail dans lequel je suis actuellement? Est-ce que ça veut dire que peut-être je vais, devoir évoluer dans mon organisation ou d'évoluer à l'extérieur de mon organisation? Est-ce que peut-être ça veut dire que, il va falloir que j'entreprenne? Parce qu'en fait, ce qui m'anime, c'est un désir de liberté, c'est un désir d'impact, c'est un désir d'autonomie et peut-être qu'en fait, être freelance, par exemple, ou être entrepreneur, c'est quelque chose qui peut me nourrir et cetera et cetera. Mais déjà, quand on a mis ça sur le papier, on a déjà posé un petit peu où on en est, l'état des lieux et donc ça, c'est ce que je conseillerais avant tout, c'est de commencer avec ce framework-là. La deuxième étape qui est clé pour moi, c'est de bien se connaître. On parlera de l'alignement parce que, j'entends souvent «J'aimerais construire des parcours de carrière», hem, «Est-ce que vous pourriez témoigner un petit peu de votre parcours professionnel?» et cetera et puis on en parlait, Annabelle, en préparation. En fait, souvent, quand on entend des gens dans des webinars, comme aujourd'hui, on vous raconte une histoire qui est hyper rétrospective. Donc on a l'impression que tout fait sens. Alors qu'en fait, à chaque carrefour, on a dû faire des choix. Est-ce que c'est une bonne opportunité pour moi? Est-ce que j'ai envie de rejoindre telle organisation? Est-ce que je vais m'y sentir aussi bien que dans l'organisation que je vais potentiellement quitter? Est-ce que ça va avoir un impact sur, mon équilibre vie pro, vie perso? Est-ce que je vais aimer mes collègues? Est-ce que? Et donc c'est cette succession de choix, on n'en parle pas beaucoup en fait, quand je vous raconte mon parcours j'ai commencé chez Danone et je suis aujourd'hui chez Doctolib. Et donc pour pouvoir répondre à ces petites questions à chaque carrefour de vie, il faut se connaître et il faut notamment connaître des choses qui me semblent primordiales, c'est quels sont vos drivers? Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui est important pour vous? Si on n'a pas défini ça pour moi et c'est ce qu'on aide, hein, quand tu me demandais des exemples concrets chez Doctolib, on aide par des questions, par le travail qu'il peut y avoir de questionnement avec son manager, hem, les membres de nos équipes à être plus conscients de ce qu'ils aiment et ce qui est important pour eux. Parce que Oui. quand on sait ce qui est important pour soi, du coup, on est d'autant plus conscient de pourquoi on occupe un job. On est donc d'autant plus engagé, donc d'autant plus performant, plus heureux et évidemment, on contribue davantage, à la mission et à l'impact de l'organisation dans laquelle on évolue. C'est marrant parce qu'il y a deux notions que je trouve hyper intéressantes. Derrière ça, la première, c'est que, et c'est moins vrai pour notre génération quand même, mais euh, on, on voit, en tout cas pendant super longtemps, le travail comme juste, en fait, quelque chose de hyper naturel pour tout le monde, que tout le monde voit, enfin, tu vois, voit dans le développement de soi. Ok, après les études, il y a la prise d'un poste. Et en fait, je trouve qu'on nous amène peu à, mais quand même plus qu'avant, mais peu à se dire, ok, ce travail-là, il permet quoi au-delà de répondre à certaines contraintes financières, juste le fait de vivre dans une société qui est la nôtre, qui est capitaliste. Donc, tu vois, il y a d'abord ce travail, cette notion de réflexion de travail et finalement de s'autoriser à voir le travail plus comme seulement une fin en soi, mais comme un moyen pour contribuer à des choses auxquelles on croit, à se donner une utilité, parce que finalement, on va passer quand même, et tu le disais, tu le rappelais, pas mal de temps à pas mal de notre temps à justement faire ce travail-là. Donc, il y a cette notion de travail que je trouve hyper intéressante. Et au-delà de ça, cette conscience de nous et qui sont en fait super liées, mais de se dire qu'il n'y a pas un nous dans la vie pro et un nous dans la vie perso. Si, parce que on est quand même enfin si, on est la même personne, mais même s'il y a juste des côtés de nous qui se réveillent, et voilà,
évidemment un cadre plus formel, etc. Mais quand bien même, on répond à ce qui... Enfin, c'est quand même nous et c'est des trucs très, très intérieurs finalement dans notre vie pro. Et je me souviens que c'était aussi une notion que tu me disais, c'est quand on préparait l'entretien, mais il n'y a pas une partie de nous qu'on fait taire quand on prend notre job. Et du coup, c'est super important de se poser la question de compétences du moment, cette question d'alignement, etc., quoi. Ouais, je pense que ce que tu touches du doigt là, c'est le côté, si à un moment je ne me sens plus Ouais, à l'aise ou pas bien dans un job, dans un secteur, dans les missions que j'occupe, c'est que probablement j'arrive à un moment où en fait il y a des alignements. ouais. Entre eux, il y a des alignements, il peut être multiple, hein. Est-ce que je suis plus aligné avec, les valeurs de l'entreprise? L'entreprise a pris des décisions qui, moi, ne me correspondent plus du tout. Est-ce que je suis plus du tout aligné parce qu'en fait, mes drivers ne sont pas nourris? J'ai un driver très fort d'apprentissage, j'ai l'impression de faire un travail très, très répétitif. Ou j'ai un driver de relations sociales et en fait, je suis au quotidien, en interaction avec très peu de personnes. Hem, mais en tout cas, si c'est vous avez cette petite voix intérieure qui vous questionne, il faut effectivement pas laisser, le temps vous grignoter, mais vraiment prendre ce problématique à bras le corps. La problématique de son propre développement, la problématique de son projet personnel, c'est sûrement, encore une fois, le projet le plus important. Puisqu'à la fin, c'est la problématique de, est-ce que je suis fondamentalement heureux dans ce que je fais, est-ce que j'aime ce que je fais? Mais pour pouvoir le faire, il faut aussi prendre conscience de trucs qui me semblent hyper importants. Parce que souvent on dit: «OK, il faut pouvoir être heureux, il faut pouvoir être épanoui» et cetera et on réfléchit un peu sans contrainte. Mais la vie, c'est aussi des contraintes. Dire que, j'en sais rien, je peux pas du jour au lendemain quitter mon job parce que j'ai un prêt à rembourser. Mais c'est OK en fait, je sais que ce prêt, je l'ai par exemple contracté pour acheter un appartement ou acheter une voiture, ou, je suis un aidant, d'une personne dans ma famille qui est en difficulté, et donc en fait, il faut que j'ai un travail stable parce que je vais consacrer aussi pas mal de temps, à la partie personnelle et à ma famille. C'est OK. En fait, le plus dur, c'est d'essayer de courir plusieurs challenges à la fois et d'essayer de nourrir tous ces drivers. Ça, on n'y arrivera pas. Par contre, le plus important, pour être équilibré, c'est un de savoir quels sont les drivers, 2 de savoir ce qui les nourrit. Et si en fait ça me nourrit en ce moment, j'en sais rien, d'aider ou de contribuer à aider quelqu'un de ma famille, ou si ce qui me nourrit en ce moment, c'est l'activité associative que j'ai parce que je rends aux autres, et ben c'est super OK et je peux accepter un petit peu de déséquilibre au travail, par exemple. Et puis peut-être qu'à un moment, j'aurai besoin de me recentrer au travail parce que, j'aurai moins de drivers à l'externe qui me nourriront et ce sera aussi super OK. Je reviendrai juste après sur cette notion de driver, mais Mmh il mh. y a une question de... euh, alors que je vais ouvrir et te lire. Question d'Ivan. Ouais. Comment aborder en entreprise une envie de changer de poste sans se mettre en danger sur sa situation actuelle? Merci Ivan d'avoir posé la question, comme ça. Ta question, elle sous-entend que, potentiellement parler d'une évolution, ce serait se mettre en danger. Ce qui est déjà, symptomatique, des barrières qu'on peut se mettre nous-mêmes. Tu vois? On peut se dire, «Si j'en parle à mon manager, il va penser que je vais vouloir le quitter. Quel impact ça va avoir ensuite sur sa relation avec moi?» Ou on peut se dire, hem, «Potentiellement, ils vont penser que je suis plus motivé». Pour moi, c'est un problème. C'est aussi pour ça qu'on a fait en sorte chez Doctolib de créer cet espace de discussion pour faire en sorte que parler de son évolution, parler de ses envies, ça soit plus tabou, mais que ça soit vraiment quelque chose de normal. Moi, j'appelle ça le sanity check où en gros, c'est comme se laver les dents. C'est devenu une habitude, on a appris à le faire. Et ben, on veut faire en sorte que ça devienne une habitude chez nous au quotidien, de pouvoir discuter de son évolution, de son développement. Parce que évidemment, hem, on suggère et on pousse nos managers à être les garants de ce développement-là. Le rôle du manager chez Doctolib, c'est autant d'accompagner la performance de son équipe que son développement et de se poser la question de comment je nourris le développement des compétences qui va elle-même nourrir la performance de mon équipe et donc évidemment l'impact qu'on peut avoir ensuite dans toutes nos missions au quotidien. Donc dans ton cas, pour répondre à ta question, Ivan, je dirais qu'il y a pas de plus important que ton projet de développement à toi. Donc si tu as ce frein-là ou cette crainte-là, il faut absolument la dépasser parce qu'en fait, si tu restes frustré,
Ça n'aura aucun impact positif, un pour toi, 2 pour l'organisation. Tu risques de te démotiver. Tu risques potentiellement du jour au lendemain de se dire: «Ah bah, je quitte l'organisation». Alors peut-être qu'en ayant eu la conversation, tu serais resté dans cette organisation, t'aurais aidé ou tu aurais trouvé ou on t'aurait aidé à trouver, quelque chose qui te correspond. Et donc pour moi, le principal conseil, c'est, lance-toi. Heu, c'est jamais une conversation qui, ne sert pas, et c'est pas parce que tu commences à en parler aujourd'hui que tu, changes de job demain. Donc, ton manager doit s'y préparer, hein. Un manager, c'est qu'un passeur. C'est-à-dire il recrute des gens, il les développe et puis, l'indicateur de performance d'un bon manager, c'est de voir des gens le quitter, malheureusement, pour continuer à évoluer, pour aller dans d'autres équipes, et puis, et c'est quand même, moi je trouve, la plus grande des reconnaissances que de voir des membres de ces équipes, grandir, rester dans l'organisation si possible et continuer à se développer. Je trouve que les choix, c'est pas du tout la question que je voulais poser, mais les choix pro, c'est aussi pas mal de paris aussi quand même qu'on fait sur. Parfois, quand on, par exemple, décide de quitter une organisation parce que voilà, on a justement un petit peu cherché ce pourquoi et finalement peut-être manque d'alignement et je sais pas, on pense un autre type d'organisation, un autre type de statut pourra plus satisfaire ce besoin d'alignement, ce développement de soi qu'on recherche dans un certain cadre, mais en fait, on n'est jamais totalement sûr. Quel conseil tu donnerais aux gens qui ont peut-être une espèce d'intuition ou une conviction d'un changement de vie, mais qui en même temps peine à se lancer parce que en vrai de vrai, on n'en sait rien. Et peut-être que ça nous correspondra moins bien. Et je trouve qu'il y a aussi un peu ce truc, mais c'est marrant parce que ça revient à cette question de linéarité. Mais en tout cas, par exemple, moi, mon papa, enfin mes parents, etc., me disent vachement, ah Anna, il faut que ce soit cohérent, il faut que quand tu te lances dans un truc, tu es sûr que tu vas y rester. Enfin, tu vois, et à quel point on s'autorise aussi à finalement faire des mauvais choix dans un plan de développement, dans un plan de carrière, dans une carrière. Yes. C'est une très bonne question. Hem, je dirais quand même que pour revenir à, parce qu'on passe, quand même la moitié de son temps, ou de sa vie au travail, hem, il faut essayer que ça soit des paris réussis. Parce qu'effectivement, faire des sauts de puce d'expérience en expérience, c'est très exigeant, ça demande de l'énergie, faut, évoluer dans un nouvel écosystème, on découvre des nouvelles personnes, des nouvelles manières de travailler. C'est une forme d'instabilité pendant un moment pour en retrouver une. Donc, en Oui. fait, être dans l'instabilité permanente, on peut adorer ça et c'est totalement OK, mais il faut avoir conscience que, c'est exigeant d'un point de vue énergétique, d'un point de vue charge mentale, et autres. Par contre, on a évoqué tout à l'heure quelques éléments qui peuvent nous permettre d'essayer de faire le meilleur choix possible. Il n'y a pas de mauvais choix. Le choix le plus important, c'est celui que vous ferez vous. Oui. Et quand tu parles de petite voix intérieure ou d'intuition, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui s'expriment dans ce que tu ressens. Ces choses-là, la plupart du temps, elles ont trait à, si on revient à des choses très, très factuelles, à: est-ce que je me projette ou est-ce que je projette mes drivers, donc ce que j'aime, dans l'opportunité qui m'est offerte? Ou dans, j'en sais rien, le fait de créer une entreprise ou dans le fait de rejoindre ce projet-là? 2, si dans mes drivers, il y a, les relations avec les personnes avec lesquelles je travaille, est-ce que l'environnement dans lequel je vais évoluer m'attire? Ça, c'est souvent ce qu'on expérimente quand on fait des entretiens de recrutement. Vous rencontrez les équipes recrutement, vous rencontrez votre potentiel futur manager ou la personne qui dirige l'organisation. Vous allez visiter des fois les locaux. Ça, c'est des choses qui ne mentent pas. Est-ce que je me sentirais bien dans cet écosystème-là? Et puis, après, vous allez vous poser des questions rationnelles du type, bah, est-ce qu'au regard de mes contraintes financières, personnelles, ce travail-là, correspond? Donc est-ce que le salaire est un salaire qui va correspondre à ce dont j'ai besoin? Est-ce que, c'est pas trop loin de mon lieu de travail si, les transports sont une contrainte pour moi? Est-ce que j'ai de la flexibilité dans mon organisation si j'aime la flexibilité dans mon organisation? Et donc ça, c'est tout un tas de facteurs qui me permettent de, un petit peu m'aider à faire en Oui, sorte que ce pari-là soit pas juste un pari, je lance une pièce et puis, c'est pile ou face, j'y vais ou j'y vais pas. c'est vrai. Par contre, il y a un truc qu'il faut absolument éviter, c'est le côté, je me lance pas. Moi, j'adore l'expression et je crois que c'était le fondateur du Slip français qui utilisait beaucoup cette expression-là, c'était: «J'y vais mais j'ai peur».
Oui. Bien entendu qu'on aura toujours peur et c'est comme entreprendre, il y a une espèce de il faut quitter une situation qu'on connaissait pour une situation qu'on connaît beaucoup moins. Par contre, ce qu'on va apprendre en chemin, les compétences qu'on va pouvoir développer, l'expérience qu'on va acquérir, c'est aussi inestimable. Et donc, si on se sent prêt, si on a bien réfléchi à son projet, alors il y a pas de raison, qu'on se plante. Et si on se plante, et bah, ça arrive parce qu'on peut se dire qu'en fait, c'était pas exactement l'écosystème dans lequel, on qu'on avait imaginé rejoindre, que cet écosystème-là, il nous donne beaucoup d'informations. C'est-à-dire que peut-être que de cet échec, on va avoir appris un, ce qu'on aime beaucoup moins. 2, on sera beaucoup plus conscient, pardon, des drivers qui nous motivent. Mmh. 3, on sera à même de faire des meilleurs choix demain. Et moi, je connais personne qui arrive à l'heure de la retraite et qui est capable de nous dire: «J'ai fait zéro erreur dans mon parcours». Ils ont forcément pris ou elles ont forcément pris, de manière consciente ou inconsciente, des postes qui finalement n'étaient pas, s'avéraient ne pas être, à la hauteur de leurs espérances. Des responsabilités qui parfois étaient trop importantes ou en décalage avec, ce qu'elles ou ce qu'ils savaient faire. Faire le pari d'une organisation qui n'était finalement pas le bon. Mais encore une fois, ce qu'on retient à la fin, c'est la somme des apprentissages Oui. tout au long du parcours, plus que les échecs. Sur la donc là, tu nous as donné une petite méthode, un espèce de framework pour donc dessiner un plan de développement. On a parlé du pourquoi, Mmh mh. donc réflexion des drivers, des compétences qu'on a, donc cette espèce de patrimoine qui font ce qu'on est, ce qui nous anime, hem et finalement ce qui est super important pour nous. Ouais. Le quoi, donc dans quelle organisation je me vois me projeter et cetera, et le comment. Sur la partie quoi, donc plutôt quelle organisation, dans quelle culture je me vois m'épanouir, ça amène, je trouve, une question qui est super intéressante, qui est celle de capter, notamment dans les moments de recrutement, mais aussi juste où on voit un petit peu les sociétés, les jobs, en tant que candidat ou candidate, de se poser des bonnes questions sur la structure qu'on va rejoindre. Est-ce que tu aurais des questions, Jordan, à nous dessiner, à nous conseiller quand on s'apprête à rejoindre une organisation parce que justement on pense qu'elle pourrait correspondre à toutes les questions qu'on se pose et à cette notion d'alignement, etc. Ouais. Je prends, 5 secondes pour y réfléchir. Honnêtement, je pense que donc prenons le parti qu'on sait ce qui nous anime Oui, et dans ce qui nous anime, par exemple, il y a, l'environnement dans lequel on évolue. Donc est-ce que j'aime plutôt, travailler seul et développer une expertise? Ou est-ce que j'aime, hem, travailler en interaction avec, d'autres personnes pour mener des projets? Ou est-ce que j'aime plutôt être en interaction avec des clients et cetera et cetera? Ça, la première des questions, ce serait, de demander au manager potentiellement ou à la manager avec laquelle je vais interagir pendant l'entretien, de me décrire un peu le quotidien. Le nombre de personnes avec ok. lesquelles je vais travailler, hem et quel va être le niveau de ces interactions. Est-ce que, je vais être en support ou en réponse à des questions de ces personnes-là? Est-ce que je vais, devoir aller au-devant, vendre des choses à ces personnes-là? Vendre des choses, ça peut être, un service, un produit ou des idées, hein. Oui. Hem Est-ce que je vais être au contraire consulté peu de fois, mais il faudra que je puisse avoir une réponse très précise? Je parle d'une expertise, par exemple, et la plupart du temps, il va falloir que je réalise des analyses qui ensuite vont être utilisées pour, légitimer cette expertise-là. Donc je Oui. demanderai vraiment à mon manager, pendant le processus de recrutement, le type d'interaction que je vais avoir. Parce qu'en fonction de, je ne sais pas si vous avez un profil plutôt extraverti ou introverti, ça va avoir un impact sur la manière dont vous allez travailler. La deuxième question que je poserai, elle a trait aux membres de l'équipe. Qui sont les membres de l'équipe? Comment l'équipe est composée? Est-ce que je peux les rencontrer? Il y a de plus en plus d'entreprises qui font en sorte que vous puissiez rencontrer un maximum des personnes avec lesquelles vous allez évoluer au quotidien. C'est Mhm. normal parce que c'est un peu votre cocon. Oui, c'est vrai. Encore une fois, on passe beaucoup de temps au travail, on passe beaucoup de temps avec des gens au travail, autant, être certain que, ça va bien se passer.
Et d'ailleurs, la plupart des temps, les gens te décrivent même pas «mon travail me plaisait plus», ils décrivent beaucoup le contexte. Oui, c'est vrai. Les horaires fonctionnaient plus, il y avait plus de flexibilité, ou je m'entendais pas avec mes collègues, ou je m'entendais pas avec mon manager, et cetera, et cetera. Dans à peu près 50 des cas, on estime que, la relation managériale a eu un impact sur la cause de départ de quelqu'un. OK. D'où le fait aussi de se dire, 3e, élément: «Est-ce qu'en fait je me sens bien et je m'entends bien avec la personne que j'ai en face de moi et qui va me recruter?» Et donc, hyper important pour moi de vérifier pendant l'entretien que la personne avec laquelle j'ai l'entretien va être effectivement la personne qui va être mon manager ou ma manager. Pourquoi? Parce que cette relation ayant une importance du quotidien, on passe du temps ensemble, on se voit régulièrement, cette personne va m'aider à continuer à me développer. Bah, si j'ai pas en face de moi la personne avec laquelle je vais effectivement travailler, alors je fais peut-être un choix sur la base d'une information partielle ou un peu erronée. Et puis ensuite, si vous avez des drivers très importants du type, j'en sais rien, quel est l'engagement social et environnemental de cette organisation? Quelle est, j'en sais rien, la vision managériale, ou la manière dont, vous développez les gens dans cette organisation? Parce que vous, ce qui vous anime, c'est le fait d'apprendre. Bah, posez ces questions-là. Vous aurez des organisations qui sauront vous répondre, il y a des organisations qui le sauront moins ou qui n'auront des fois pas la réponse. Ça sera un bout de réponse pour votre choix après. Trop bien, merci beaucoup pour toutes ces pistes. Si on reprend donc toutes ces billes de réflexion que tu as amenées autour de la construction du plan de développement, on a finalement ce socle qui est celui de conscientiser ce qui nous anime, etc. On l'a rappelé, finalement un petit peu ce sans quoi on avancerait juste pas et Mmh. sans quoi on ne ferait pas notre travail. Il y a cette dimension aussi de conscientiser les compétences qu'on a de notre patrimoine et vers lesquels on veut se diriger et pour ça quel projet prendre. Est-ce que chez Docto, du coup, en fait finalement ça emmène toute l'importance finalement de dessiner des postes avec des compétences très précises Ouais. euh, et finalement d'être conscient de quel projet peut amener quoi. Chez Docto, est-ce que pour fonctionner, pour aider ce travail de conscientisation des compétences, vous travaillez avec soit des référentiels de Ouais. compétences, comment est-ce que vous faites? Ouais. Hem, on fonctionne avec un référentiel de compétences et ça me semble être, la chose, la plus importante. C'est-à-dire qu'il faut une base de référentiel, qu'elle soit très fournie ou, très réduite, pour au moins exprimer les attentes vis-à-vis d'un poste. C'est-à-dire Mhm. qu'aujourd'hui, je suis incapable d'expliquer que l'on peut recruter sans biais, que je peux recruter le bon ou la bonne candidate si j'ai pas défini un minimum mes attentes en termes de compétences. Donc nous, on fait les scorecards pour recruter les personnes, donc on dit quelles sont les compétences qu'on attend de la part de la personne qui va se présenter. Ok. Comme ça, on sait aussi comment on va évaluer ses compétences pendant l'entretien et pas juste s'appuyer sur un CV ou sur, le profil LinkedIn qui nous raconte, une potentielle expérience de quelqu'un. J'en sais rien, si je dois évaluer quelqu'un sur l'aspect project management, OK, il faut que j'ai préparé mes questions pour aller vérifier que cette personne-là a, j'en sais rien, hem, pris en charge des projets plus ou moins complexes, démontré une habilité à, manager plusieurs personnes sur un projet, puisse m'en parler concrètement, me donne des exemples et cetera et cetera. Donc cette approche compétence pour moi, elle est clé parce que c'est la base de tout. C'est la base du Mhm. recrutement, mais du coup, quand j'ai défini ce que j'attends pour le recrutement, je vais avoir défini ce qui est attendu pour le job. Mhm. Et du coup, bah, peut-être que la personne que je vais recruter, elle va correspondre à 80 ou 70 des compétences qu'il faut pour le job et puis il va falloir qu'elle en développe. Ou au contraire, elle va amener le job plus loin parce qu'elle va avoir, plus de compétences qui vont enrichir ce job-là. Le plan de développement de compétences ou le plan de développement tout court, il se fait sur la base de ça. Mhm. Et donc j'en sais rien, si je veux être promu dans mon job, bah, peut-être que j'ai le job du dessus sur lequel, les des compétences plus importantes sont attendues, des compétences supplémentaires sont attendues. Ça va me Si je compare mon job actuel par rapport au job du dessus, bah, je suis en mesure de tracer un petit peu la route, qui me reste à parcourir pour pouvoir l'atteindre. J'en sais rien, par Ouais. exemple, pour pouvoir être manager d'une équipe, sales, bah, il va falloir que je développe, des capacités relationnelles, la capacité à tenir des conversations difficiles, la capacité à garder une équipe enthousiaste et motivée, la capacité à développer, mes team members. Bah, peut-être qu'au travers de projets, moi, en tant que sales, pas encore manager, je peux, me développer. Peut-être qu'à travers de training, je vais apprendre des choses sur la posture du manager et cetera et cetera. Et en fait, tu vois, c'est exactement ce qu'on fait
pendant ces entretiens de développement. C'est-à-dire qu'on se pose avec la personne, on réfléchit, le manager et la personne réfléchissent ensemble, hem, au driver de la personne, à ce qu'elle souhaite faire et ensuite on dessine ensemble le plan pour y parvenir. Tu vois, c'est un peu comme si, je reprends mon image de la montagne tout à l'heure, hein. On définit ensemble où est-ce qu'on veut aller, un sommet, un point B en rando. On regarde un peu la carte sur comment y aller et puis ensuite on y va et on y va ensemble J'imagine. OK. et là, c'est des petits pas, des petits pas, des petits pas pour progresser qui nous emmèneront, on l'espère, à la fin, au but souhaité. Et ça demande du coup pas mal de collaboration et de co-construction dans, finalement ce chemin-là et de se dire qu'on n'est pas enfin on n'est pas seul finalement dans, cette définition ou imaginer les enfin pas les projets, mais si les projets qu'on mène pour aller finalement vers ça et c'est pas du devoir de l'entreprise, mais c'est super important que l'entreprise soit là pour accompagner cette ascension, si on reprend encore une fois cette notion d'expédition. Chez Doctolib, on estime que, c'est notre rôle que de créer les conditions pour que les conversations puissent avoir lieu. Ensuite, Mmh mh. chacun est responsable de l'intensité, Bien de sûr. l'énergie qu'il a envie de mettre dans son propre projet. Je disais tout Oui, à oui. l'heure, parfois il y a des périodes où on n'a pas du tout envie de se poser des questions. Ouais. C'est totalement OK et on est bien dans son job, mais génial. Enfin, moi, je Mmh suis le mh. plus heureux. Le principal, encore une fois, hein, si notre objectif, c'est que des personnes puissent être épanouies et performantes pour être performantes au travail, alors quand elles sont épanouies, ne cherchons pas à ce qu'elles se posent davantage de questions. Mais Tu as par contre, elles raison. savent que ça existe et qu'elles peuvent ouvrir cette discussion de manière plus ouverte que, la situation qu'Ivan évoquait tout à l'heure. En fait, moi, ce que je veux pas surtout, c'est que les gens viennent avec la boule au ventre en se disant: «Mais si je dis que je suis pas bien dans mon job, alors les gens vont penser que je ne suis plus motivé» ou «Si je me pose des questions, ça va vouloir sous-entendre que peut-être je vais partir». Alors qu'en fait, se poser des questions, Heu, encore une fois, c'est ça le sanity check. C'est se dire: «Est-ce que je suis Ouais. bien? Je suis bien, génial, j'y reste. Je suis pas bien, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois, réaligné?» Et c'est comme ça qu'on crée encore une fois, des gens qui sont plus conscients, qui sont capables aussi de se rendre compte que franchement, ils kiffent au travail et que c'est cool, et qu'en fait, bah, faut en profiter et que peut-être que ça ne dure qu'un temps et que quand ce temps-là sera arrivé, bah, il faudra, changer, apprendre de nouvelles choses et prendre en main, son propre projet de carrière. C'est marrant parce que tu mentionnes c'est une notion que je trouve hyper intéressante. C'est ce truc de être OK avec le fait que pour l'instant, on n'ait pas trop envie de se poser des questions. Ouais. Tu vois, par exemple, et je me sens qu'on en parlait aussi quand on échangeait il y a quelques semaines, mais ce truc de quand on est parfois à fond dans un projet, donc où il y a beaucoup de prod, où il y a beaucoup d'opérationnel, où on sait que ça nous demande déjà beaucoup d'énergie et que finalement, ça nous demanderait encore plus d'énergie de se demander si, enfin, tu vois, de se poser toutes ces questions qui sont parfois hyper vertigineuses, pas douloureuses, mais en tout cas qui amènent son lot parfois de questionnements, etc. En fait, ça nous prend, enfin, ce serait super dur en plus rajouter ces questionnements-là. Euh, donc, ouais, qu'est-ce que tu voudrais dire pour essayer enfin, aussi, tu vois, de presque faire ce travail de démystification et aussi de dire, OK, c'est OK de pas se poser des questions. Ouais. Ce que je voudrais dire sur le sujet, c'est qu'avant tout, je pense que au début de l'intervention, on se disait, on a quand même une chance incroyable de pouvoir se poser ces questions-là. Bien sûr. On évolue aussi dans une société, sur tous les aspects, du choix quasi illimité et en fait, ce choix quasi Ouais. illimité, il crée énormément d'anxiété. Parce qu'en Mmh. fait, bah, face à la plénitude des choix, bah, en fait, il faut que je fasse des choix. Ouais. Et parfois, c'est difficile et prendre des ch faire des choix, ça veut dire renoncer à plein de choses. Et des fois, on se dit: «Oui, mais peut-être que la meilleure opportunité, elle aurait été à droite ou elle aurait été encore ici ou elle aurait été encore là». Et donc on vit souvent avec le côté: «J'ai fait ce choix-là, mais est-ce que celui de l'autre côté n'aurait pas été, meilleur?» Mmh Et mh. ça crée énormément de charge mentale, ça crée aussi un côté, une forme de stress qui est pas du tout bonne pour rester ancré. Parce que l'ancrage, par définition, c'est, je me sens bien au moment où j'y suis, là où je suis ou avec les personnes avec lesquelles je suis, dans le monde dans le monde dans lequel j'évolue. Et donc mon conseil là-dessus, c'est de pouvoir se dire: un, il faut être conscient de ça. Donc je suis conscient de mes drivers, j'ai identifié ce que j'aimais, je suis capable de me dire que c'est OK, ce que je fais aujourd'hui et ce que ça me nourrit. 3, il faut être conscient de ses contraintes surtout. Ouais. Parce qu'encore une fois, bien sûr que, je pourrais rêver, j'en sais rien, de voyager, partout dans le monde, ou, de travailler en permanence au quotidien dans de la transmission, dans un boulot, qui a de l'impact tous les jours. Heu, OK, ça c'est toute chose égale par ailleurs. Mais
J'en sais rien, je peux avoir une famille, je peux avoir des contraintes financières, je peux, avoir, j'en sais rien, une vie d'artiste en parallèle, ou l'envie de créer en parallèle de mon travail et ça me nourrit beaucoup, mais ça reste une contrainte parce que j'en sais rien, pour produire, pour peindre, j'ai besoin, de passer du temps et cetera. Mais si ça me nourrit autant que ce que m'apporte mon travail, alors c'est super OK, mais il faut prendre en considération cette contrainte. Or, la plupart du temps, on arrive au travail et on oublie un petit peu ce qui se passe à côté. On oublie qui on Mmh. est, en dehors du travail, on oublie ses passions et cetera et du coup, ça nous fait prendre, je pense, des moins bons choix parce qu'on n'a pas intégré que les choix professionnels pouvaient évidemment avoir de l'impact sur sa vie professionnelle. Et à Carrément. l'opposé, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, quand on est dans une période où tout va bien, alors on n'est pas obligé de se questionner sur: «Pourquoi est-ce que je me pose pas des questions aujourd'hui?» On Ouais. doit pouvoir se dire: «Mais c'est génial, en fait, tout va bien, c'est OK» ou au contraire, peut-être que des fois dans sa vie personnelle, c'est le tourbillon et qu'en fait, le travail peut être aussi une bulle de protection, un endroit stable qui nous apporte, justement une forme de point d'ancrage qui est hyper important pour rester, encore une fois, équilibré. Carrément et c'est marrant parce que tu vois, je l'avais pas vu comme ça avant cet entretien, mais je trouve que quand on parle finalement, d'alignement, on parle aussi de finalement ce bon compromis entre, les contraintes, enfin en fait cette conscience des contraintes et de savoir qu'en fait il y a ça, OK, on en a conscience et d'essayer de balancer ces contraintes qui peuvent parfois peser lourd avec nos drivers et d'essayer de faire en sorte sans arrêt et d'être animé, en tout cas de faire ces choix-là sous cette conscience et je pense que finalement c'est le mot qu'on a le plus dit mais pendant cette heure, mais la conscientisation de ça et qui amène finalement ce besoin, cette importance de se connaître en fait pour pouvoir conscientiser et alors parfois les questions peuvent être, enfin les réponses parfois peut être un petit peu vertigineuses, nous paralysés dans tous les choix qui s'offrent à nous finalement, mais elles sont saines en fait. Exactement C'est et c'est ce qui apporte pour moi de j'utilisais l'image de la montagne à nouveau, mais en gros, quand on marche, on est en constant déséquilibre. On passe de la jambe droite à la jambe gauche et en fait, cet équilibre subtil qu'on essaie de trouver entre le driver et mon projet professionnel, il est toujours là. On est en constant mouvement. Parce que, il y a des moments, il y a des états, stables, hein. On s'arrête, on se pose, on regarde le paysage, on se dit que c'est magnifique et on profite. Très bien, mais très vite ensuite, on se remet en mouvement et donc on recrée une forme de déséquilibre et en fait, il ouais, faut jouer et accepter ce déséquilibre tout en le contrôlant. Si je vais trop vite ou si je me penche trop, je risque de tomber. Mais exactement. heureusement, j'ai ma jambe droite qui me rattrape à un moment pour me ramener, dans un point central et dans un point d'ancrage et ben, en fait, un parcours de carrière, c'est beaucoup ça. Des Ouais. opportunités qui peuvent se présenter, mais aussi que je dois confronter à mes drivers, et si possible, pour pouvoir marcher jusqu'au sommet ou jusqu'au point B que j'ai défini, une direction, qui est, le plus claire possible pour m'aider en tout cas à donner une direction à l'énergie que je vais mettre dans la marche, dans, mon évolution et cetera. Et ces temps de pause justement que tu mentionnes où on prend le temps de regarder les paysages, si on devait lui donner une temporalité, ça peut peut-être être difficile comme question, Ouais. mais qu'est-ce que tu vois pour éviter de et justement Ivan, tu rebondissais aussi dessus, mais pour éviter d'être continuellement dans ce flot de questionnements qui peuvent parfois prendre beaucoup d'espace mental et finalement complètement nous paralyser. Euh, ouais, est-ce que donc vous chez Docto, c'est des entretiens de développement de Mmh. façon annuelle. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu Quel changes de conseil? travail tous les ans. Tu vois? Parce Bien que, sûr, bien je me sûr. souviens quand j'ai démarré, mon parcours, on me disait: «Dans un job, on reste souvent à peu près 3 ans». Tu vois? Une année OK, pour, onboarder et découvrir, une année pour, consolider, une année pour, transmettre et pousser OK. le job plus loin. Hem, je suis pas un spécialiste de la temporalité et je pense qu'en plus, c'est très lié au contexte, au secteur. Tu vois? La réalité, c'est que dans une entreprise qui a 10 ans comme Doctolib, hem et qui, recrute énormément de personnes, cette temporalité de 3 ans, elle est pas valide parce qu'en fait, en 3 ans, ton job, il a changé, heu, une dizaine de fois. Le périmètre a changé, le scope a changé, on a ouvert un nouveau pays, on adresse des nouveaux, services, aux praticiens de santé et Mmh. cetera. Heu, je pense quand même que si on se repose sur, le temps nécessaire à l'apprentissage et à la consolidation des compétences, alors en dessous de 18 mois, pour moi, c'est trop rapide. C'est-à-dire que souvent, dans le 18 mois, j'aime bien dire c'est 3 fois 6 mois. 6 mois pour apprendre et onboarder, tu vas vraiment connaître l'écosystème dans lequel j'évolue, s'installer dans le job et cetera. 6 mois pour, consolider
et 6 mois vraiment où on va voir le fruit de ce qu'on a, construit, l'impact. Et vraiment 18 mois, c'est court, hein, parce que si tu vois, on peut pas avoir la volonté de se dire: «Moi, j'aimerais, faire un travail à impact» et changer tous les 12 mois. Comment est-ce Ouais, qu'on peut, se retourner et se dire: «OK, ce que j'ai fait a vraiment eu un impact, dure pour longtemps, et soutenable» et cetera, si en fait, tous les 12 mois, on switch? ouais, carrément. Donc mon Heu, conseil, ce serait, on se donne on peut se donner une temporalité en se disant que: «OK, en dessous de 12 mois, c'est trop rapide». Mais pour le reste, ensuite, on peut trouver soi-même sa temporalité en se questionnant régulièrement. C'est pour ça que nous, on a ouvert ces espaces de discussion avec ces discussions de développement chaque année pour faire en sorte que, si c'est le bon moment, on se pose des questions ensemble, on nourrit le plan de développement, de chacun des membres de nos équipes et puis, surtout, on en fait un projet collectif. On va travailler ouais. ensemble à faire en sorte que ça existe. C'est marrant parce que là, si je me remets un petit peu sur, la trame de questions qu'on avait prévues. Tu as dû le voir, mais on n'a pas suivi grand-chose. Finalement, c'est un peu je trouve que c'est une illustration assez drôle, ou en tout cas une analogie assez drôle avec, ce qu'on peut parfois prévoir de notre plan de carrière et la réalité. Finalement, j'espère quand même pour vous, qui nous écoutez, qui êtes restés d'ailleurs, après ces 7 minutes un petit peu de retard, notre but, en tout cas le point de notre ascension, c'était vraiment avec Jordan de finalement vous donner à vous des billes de réflexion pour que vous vous posiez des questions sur justement, en l'occurrence, ce côté développement de soi à travers le travail. Jordan vous a donné pas mal de billes, de méthodes pour vous poser finalement les bonnes questions de drivers, de contraintes, d'avoir conscience de ces contraintes. Je pense que le mot conscientisation, c'est un peu le mot qui aura eu le plus d'importance dans cette heure de webinar. Mais je voudrais quand même finir, Jordan, sur une question un petit peu plus inspi. Euh, est-ce que tu as des newsletters, personnes que tu suis, entreprises, podcasts que tu aimes suivre ou sur lesquels tu es vachement en veille pour continuer à monter en compétence ou en tout cas à t'ouvrir sur les sujets de développement de soi, de travail, d'organisation? Ouais, avec plaisir. Alors, il y a un livre qui m'a, beaucoup inspiré et qu'on a un petit peu utilisé chez Doctolib, pour parler des plans de carrière, enfin et des parcours. C'est le livre qui s'appelle Lean In de Sheryl Sandberg. Donc Sheryl Sandberg, elle a été, CEO chez Facebook, Ok. et elle a notamment popularisé un terme qu'on utilise chez nous qui s'appelle le jungle gym, qui exprime qu'un parcours de carrière, c'est pas quelque chose qu'il faut voir que comme trop linéaire, mais vraiment comme une succession d'opportunités, un vrai terrain de jeu dans lequel on évolue et qu'en fait, c'est pas parce que vous faites un move de côté que ce move, il est, vu comme, soit une régression, soit négatif, soit une perte de temps, mais vraiment une source d'apprentissage supplémentaire et quelque chose qui, encore une fois, quand on se retourne, prend énormément de sens. Donc j'adore ce livre parce que à la fois, Sheryl Sandberg, elle explique, comment elle a pu, construire son parcours, comment les femmes aussi peuvent construire des parcours, de carrière à l'intérieur des organisations et comment il faut croire et pousser, à ces parcours-là. Donc ça, c'est un premier must read, je vais dire et qui m'a beaucoup nourri. En anglais, j'aime aussi beaucoup les podcasts d'Adam Grant sur alors là, le future of work, hein. C'est très large, il peut y avoir des éléments sur les parcours de carrière, mais c'est beaucoup plus large que les parcours de carrière et puis enfin, en français, j'imagine que pour beaucoup, vous connaissez, Welcome to the Jungle et je trouve que, les articles, que peut écrire ou les podcasts que peuvent faire, Laetitia Vito sont extrêmement intéressants pour comprendre, l'évolution du monde du travail qui nous entoure, qui évolue, au moins aussi vite que la société dans laquelle, on vit et donc je reste en veille en écoutant pas mal de ces podcasts régulièrement. C'est marrant parce que sur la partie, si vous êtes intéressé ou peut-être pas encore familière de Laetitia Vito et tout le travail qu'elle peut faire, effectivement, de réflexion sur la façon dont on pense le travail. Elle a publié un article du coup sur Welcome et aussi sur Welcome to the Jungle et sur LinkedIn sur qu'est-ce qu'on met derrière le succès. Peut-être que tu l'as lu, Jordan, ou cette notion de niaque, de persévérance que je trouve ultra intéressant et qui, je trouve, démystifie pas mal de trucs qu'on peut avoir intégrés sans avoir conscience de les intégrer sur cette notion de succès, de réussite, etc., que je vous encourage vivement à lire. Je vous le remettrai, on vous le remettra avec Céline qui a animé le chat pendant cette heure sur le mail recap qu'on va vous faire. Merci beaucoup d'abord toi, Jordan, pour cette heure. Je pense que on aurait pu encore rester très très longtemps, mais ça nous, enfin,
même à titre personnel, donné vachement de pistes de réflexion. Avec Et plaisir. merci beaucoup à vous tous et toutes d'être restés après ce petit retard qu'on a pu avoir. J'espère que ça vous a donné des réflexions, l'envie de vous poser des questions sur vous et surtout de considérer le travail comme surtout un moyen de vous développer et potentiellement de vous épanouir. Merci beaucoup, beaucoup tout le monde. Et on se dit à très vite pour un Lion Lunch. D'ailleurs, Laetitia Vito est invitée, je viens de penser, à une réflexion avec Annabelle Bignon, qui est notre cofondatrice chez Lyon, dans un événement justement où elles vont parler un petit peu de l'apprentissage, la place du travail, etc. Je vous le remettrai aussi sur le mail récap. Merci beaucoup et on se dit à très très vite. Au revoir tout le monde. Au revoir.